Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la chaise bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation en entreprise. Nous sommes présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne et le podcast vous est présenté par le programme CIPEM de Prompt. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Youn de Soaralink et mon collègue Benoît. Enchanté. Comment allez-vous, messieurs et mesdames? Très bien. Très bien, excellent, excellent. Youn, peut-être comme première question pour débuter, peut-être nous expliquer brièvement qui es-tu, l'entreprise et la raison d'être. Pourquoi cette entreprise existe sur le marché? Quelle est la valeur que vous apportez chez vos clients? OK, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Youn Yao. Je suis la CEO et cofondatrice de Soaralink. Chez Soaralink, on aide les manufacturiers à prévenir les défaillances machines. Parfait. De façon de pouvoir planifier en avance pour les travaux de maintenance, des commandes de maintenance sur les machines manufacturières. Les machines qui supportent la production, les machines qui supportent l'infrastructure de l'usine. Excellent. Fait qu'on veut prendre le contrôle sur les machines au lieu que les machines prennent le contrôle de la production et décident par elles-mêmes d'arrêter quand c'est pas prévu. Exact. Exactement. Ouais. J'adore ça. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à Hannover Messe toute la semaine. Vous avez un kiosque à Hannover? Oui, on a un kiosque avec le Canada. Ouais. C'est quoi votre intention? Est-ce que c'est de trouver des partenaires internationaux ou c'est de se valoriser à travers la délégation? Pourquoi vous êtes en Allemagne cette année? D'abord, Hannover Messe, c'est l'exhibition la plus connue en manufacturier au monde, je dirais. Je ne sais pas si c'est la plus grande, mais c'est une des plus connues. On est là pour la première fois depuis l'existence de Soaralink. Et en fait, je suis sûre que le premier objectif, c'est de mieux connaître les Québécois et les Canadiens qui sont dans l'industrie. C'est surtout ça. Un deuxième objectif, c'est... J'adore ça, de venir quand même en Allemagne pour mieux connaître les Québécois. C'est parfait, là. Ça, il y a un gros sentiment de... Oui, parce que quand on est chez nous, on est tous occupés. Et c'est quand on se détache, ce qui est quotidien, là, on se réunit. Là, c'est la première fois que je rencontre Nicolas et vous, en personne. Et en fait, je suis sûre que si on était au Québec, on n'aurait pas rencontré comme ça. Mais on a eu la chance de t'avoir dans un lunch and learn avec notre équipe à l'interne. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est l'année passée. Je comprends très bien ce que tu dis. Moi, c'est la 6e fois que je viens à Hannover Messe. Puis d'année en année, les délégations sont de plus en plus grosses, il y a de plus en plus de gens. Puis ça crée des liens à long terme. Pourquoi? Parce qu'on a une passion commune qui est les technologies et le manufacturier. Puis en même temps, ça nous permet justement de décrocher du quotidien puis de passer du bon temps précieux ensemble. Puis même aujourd'hui pouvoir partager le podcast. Dis-moi, Soaralink au Québec, ça ressemble à quoi comme clientèle? Avec qui vous travaillez? C'est qui, sans nommer les noms, mais c'est quel type d'entreprise ou secteur, tu peux les nommer si tu veux aussi, mais avec qui vous travaillez, qui vous desservez dans l'industrie? Nos clients sont surtout dans le domaine de l'alimentation. Okay. Donc, laitier, viande, biscuits, pain, tout ce qui est alimentation et aussi boissons. Boissons, de l'eau, des jus et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous ciblez où l'alimentation, les usines alimentaires sont principalement vos meilleures cibles clientèle? C'est le secteur qui a le plus rapidement adopté nos technologies. En principe, on surveille les compresseurs, les pompes, les ventilateurs et tout ça. Ouais. Il y a des moteurs partout dans toutes les usines, tous les secteurs combinés. Mais c'est l'industrie alimentation qui a rapidement adopté nos technologies. Tu peux-tu donner un exemple des technologies que vous implantez pour, tu sais, monsieur, tout le monde là, au Québec, c'est pas tout le monde qui connaît encore Soaralink. Bientôt, tout le monde va les connaître, c'est ça l'objectif. Mais quel type de technologie ou quel besoin auquel vous répondez en entreprise, quel enjeu même? Puis s'il y a des exemples puis des statistiques de gains en productivité, s'il y a eu un case study aussi en lien avec c'est quoi la performance qu'on a gagnée, est-ce qu'il y a eu un meilleur TRS par rapport aux machines? Y a-t-il un exemple par rapport à ça? Je vais citer 2 exemples. Il y en a plein, mais bon, je ne vais pas tous les citer. Le premier exemple, c'est quand on surveillait un compresseur dans une usine de fabrication de coupes de viande et fabrication de pâté à viande. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un check valve qui était brisé à l'intérieur du compresseur. Ça fait que le coolant est coulé dans le compresseur en soi. Personne dans l'usine était au courant. Quand on a arrivé à l'alerte, il y a quelque chose qui ne va pas, la température supposée être 20 degrés est descendue à 4 degrés.
ils ont regardé ça et dit, oh, une chance qu'on a sauvé ça à temps parce que sinon, il n'aurait pu remplacer le compresseur complet. C'est dans les 60 000 environ. Quand chaque même, compresseur. Oui. Puis c'est un arrêt de production aussi qui vaut des centaines de mille des fois aussi. Là. Oui, c'est près des dizaines de mille par heure Wow. de coûts d'entretien sauvés. Exactement. Wow. Ouais, ouais. Et bien sûr, quand on parle de combien d'argent ça peut sauver, ça dépend de la ligne de production, ça dépend de la défaillance. Est-ce que comment la machine est critique? Et ce qu'on m'avait dit, c'est que dans une ligne de production, il y a au moins des dizaines de moteurs qui sont tous super critiques. Si un des moteurs brise, la ligne s'arrête. C'est une chaîne, en fond. C'est une Exactement. chaîne de production. Là. Fait qu'on est Exactement. aussi faible que le plus faible des maillons. Fait qu'il faut toutes les surveiller, en fait. Oui. Et il y a un client qui m'a dit que c'est sûr que je peux avoir tout en double. Mais à place de dépenser l'argent pour tout stocker ça, il pourrait prendre l'argent pour faire autre chose plus utile avec les machines qu'ils ont à devoir stocker la machine en double. Absolument. Puis Ouais. l'argent, c'est des ressources limitées. Le Exactement. temps aussi, donc Ouais. on veut en sauver, l'utiliser le mieux possible. Ouais. Youn, lorsque vous rencontrez des clients, quel est le plus grand paradigme qui demeure quand vous rencontrez des gens qui sont des fois un frein à la mise en place puis l'adoption des technologies que vous allez mettre pour réduire les downtime puis surtout faire du prédictif par rapport aux failures? Il y en a plusieurs. Je pense que la première qui vient en tête, c'est le fait qu'ils disent on n'est pas prêt, on n'est pas rendu là. OK? Mais ma réponse à ça, c'est que c'est tellement facile maintenant d'instaurer ce type de technologie. Ça prend pas des heures ou des jours, ça prend une matinée. C'est tout, là. Oui. Pour être presque, ça prend, c'est une matinée. Exactement. Quand même, là. Puis de la volonté, de la compréhension, Ouais. en fait. Exactement. Et ça, c'est la première chose. Ils disent qu'ils ne sont pas prêts, mais la technologie aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 10 ans. Parce que les gens disent, il y a 10 ans, c'était long. Mais moi, ce que j'aime utiliser comme comparaison, c'est qu'il y a 10 ans, on avait l'iPhone 6. Oui. Aujourd'hui, il y a l'iPhone 15, je pense. Il n'y en a pas encore 16. La différence de technologie entre iPhone 6 et iPhone 15, il y a une énorme différence. Donc, la technologie que je peux vous offrir aujourd'hui, à 2024, c'est pas pareil qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup surtout à améliorer en termes de point de vue client, c'est tellement plus facile à utiliser. La mise en place, l'utilisation, Exactement. ça se Ouais, fait ouais. beaucoup plus rapidement. L'adoption aussi, là. Exactement. OK? Le modèle d'affaires de Surrunning, c'est Ouais. est-ce que c'est un modèle de fee par mois ou c'est un modèle d'installation à l'heure ou comment ça fonctionne pour un client, exemple, qui voudrait travailler avec vous? Le modèle qu'on offre de base, pour l'instant, c'est des frais par mois, OK. mais on a souvent des contrats annuels. OK. Dans le futur, on compte à aussi offrir la possibilité d'acheter les équipements puis avec l'abonnement qui sont séparés. OK. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens sont plus habitués à acheter et ne plus payer après. Mais Ouais. le problème, c'est que quand tu achètes de quoi et tu t'en occupes pas, un jour, ça va briser et C'est ça. tu ne saurais pas En comment fait, faire avec. c'est une garantie de continuité d'évolution que les gens devraient comprendre que quand tu fais un partenariat, ben c'est deux. Tu sais. Exactement. Puis ouais. tu réduis le coût d'acquisition. Donc, normalement, tu dois avoir des fees d'utilisation à long Et terme. on t'aide à faire un sens des données. Mettons que tu as des données, tu as des milliers de points qui rentrent par jour. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Normalement, tu peux engager quelqu'un interne juste pour faire ça. Mais des manufacturiers laitiers, c'est pas leur métier de faire de sens de données. Ça peut être, mais souvent, ils sont très loin de ça. Ils font du lait, ils ont des produits laitiers, c'est ça leur métier. Donc, on allège le besoin de comprendre les données pour mieux gérer l'équipement de production. Est-ce que vous êtes en mode de transférer cette compétence-là au client ou si c'est vraiment un service que vous offrez d'interprétation des données, d'aide à la prise, à la décision par rapport à ces données-là? Vous les accompagnez? Les deux. OK. On peut transférer les connaissances. Et beaucoup, oui, c'est vrai, dans beaucoup de cas, le client finit par comprendre mieux l'équipement. OK. Mais ce qu'on comprend mieux, c'est leur équipement, comment ça peut affecter la production. Et c'est non pas comment je pourrais mettre un modèle et en place pour mieux gérer les données. Ça, c'est nous. OK. Parce que c'est quand même pas facile. Non, c'est un métier, là. Oui, c'est le métier à soi. Mais si on peut les aider à comprendre mieux l'équipement, comment l'équipement
réagit à le processus de production qu'ils ont mis en place. Parce que des fois, quelqu'un ne connaît pas trop bien ça, peut mettre les séquences, regarder les séquences qui vont facilement briser l'équipement. En ayant ça, ça les aide à mieux mettre en place le programme de contrôle de leur production. Fait que vous allez travailler avec le département méthode aussi pour tout ce qui est les configurations et autres. Fait que vous devenez un peu le SWAT team du département méthode et maintenance aussi, j'imagine, s'il y a des correctifs à faire. J'adore ça. Vas-y, Ben, je te vois prendre un grand respect, fait que je m'en allais. Non, j'aimerais te poser la question. On a un partenaire qui est Desjardins Caisse des technologies, puis on a une question qui vient de nos partenaires qu'on aime poser, nos partenaires. Bien sûr. Là, on vient d'arriver, on est lundi, le salon vient d'ouvrir, ça fait environ 3 heures à Hanovre, en Allemagne, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est notre premier podcast de la journée, de la semaine aussi. Il y a à travers ce salon-là beaucoup de technologies. Est-ce qu'il y a une technologie que tu as vue à date ou que tu aimerais voir cette semaine qui pourrait venir s'intégrer à ton modèle d'affaires? À ton entreprise. Là, c'est ça qui est difficile pour toi parce que le salon vient de commencer. Mais est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu aimerais voir à travers tous les salons qui pourrait venir compléter ou adopter dans ton modèle d'affaires qui pourrait faire grandir votre entreprise? Il y en a tellement. Par où commencer? D'abord, à côté de nos booths, c'est Meta. Facebook Meta. Eux, ils ont tout un système de AI, tout un système de réalité virtuelle. C'est sûr que nous, on travaille, on n'a pas une plateforme en réalité augmentée. Bien, on n'a pas ça. On n'a pas une plateforme de localisation des capteurs. Nous n'avons pas une plateforme de visualisation ni de digital twin. Tout ça, notre solution peut s'intégrer à tous ces grandes plateformes qui sont là depuis longtemps, qui gèrent l'usine de façon générale. Donc, Soraling pourrait venir s'intégrer ou s'hybrider à travers un écosystème déjà mature de d'autres technologies. C'est comme ça que tu le vois. Exactement. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est, mettons, tu regardes des technologies Siemens ou technologies qui... Tu peux gérer l'usine, mais quand tu as une digital twin qui connaît la ligne de production, ça vient pas nécessairement avec la connaissance de l'état actuel de chaque machine. C'est quoi le niveau des vibrations? C'est quoi le niveau sonore? Tout ce qui est live, normalement, on l'a pas. Tout ce qui est live de façon vibrante, on l'a pas. On a juste est-ce que la machine est on ou off. Et ça, on donne cette visibilité additionnelle à ceux qui gèrent l'usine. J'adore ça. Puis je fais du pouce sur la question à Benoît. Dans ton entreprise Soraling, si on regarde tout ce qui a été développé et qui est offert jusqu'à présent, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi votre prochain projet là, que vous parlez à l'interne, vous discutez puis vous dites hey, ça, là, c'est notre prochain développement ou notre prochaine offre? Où est-ce qu'il faut aller dans le marché? La première étape, c'est d'offrir plus de sortes de capteurs. Pour l'instant, on a juste température, son et vibration, c'est ça. On aimerait ajouter humidité. Aussi surtout en alimentaire, c'est assez important là, quand même. Oui, et analyse d'huile, ça c'est la première chose. Augmenter la capacité d'aller capter plus analyse de choses. d'huile, c'est quoi? C'est la viscosité, c'est les débris dans l'huile, c'est les filtres à l'huile? Analyse d'huile qui sert à lubrifier la machine, le gearbox ou le moteur. Ça c'est quand même assez important pour la maintenance prédictive. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de rendre le capteur encore plus petit. Puis qu'il soit encore plus facilement installable et de façon plus robuste qu'avant. Plus petit ne veut pas dire moins cher pour autant, mais plus pratique, plus convivial au niveau de l'installation maintenant, j'imagine. Il y a moins de composantes. C'est ça, ça rend mieux dans les petits endroits, en fait. Parce que ça vient du fait que depuis il y a 2 semaines, on a été dans une manufacture en pharmaceutique. Souvent, la boîte dans laquelle on met les machines sont très, très petites, très, très contraintes. Et c'est pas comme des gros moteurs à 250 chevaux, c'est des mini. Petit. Oui. Quand c'est petit, c'est plus facile à aller dans ces endroits. Faut pas que le capteur soit plus gros que l'appareil. Exactement. Ça, là, je vois que ton kiosque est occupé. Je veux pas non plus te garder toute la journée dans le podcast. On va avoir la chance peut-être même de te revoir sur le podcast cette semaine. Avant de te laisser partir, par contre, j'aimerais savoir...
Là, tu es dynamique, tu es une femme en plus dans le domaine industriel. Vous êtes quand même en minorité en réalité là, et tout. Oui. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce qu'il y a un livre ou des conférenciers ou une routine que tu as qui fait que tu continues à avoir cette énergie-là Cette passion-là. d'entrepreneur aussi? Là? C'est une excellente question. Et c'est quelque chose que je me sers beaucoup, beaucoup. En tant que femme minoritaire, c'est sûr que c'est rare que je vois des gens comme moi là, dans les manufactures. Dans les manufactures, il y a beaucoup d'hommes, c'est surtout des hommes blancs. Ça m'a jamais dérangé. Okay. Ça, j'ai pas zéro problème à travailler avec n'importe qui. Mais ce qui m'a surtout allumé, c'est ce que ressentent les valeurs en commun. Ceux qui travaillent sur un plancher, qui travaillent fort, quand ils sont difficiles, c'est des gens assez directs. Et ça me rejoint. Moi, je suis directe, je n'essaie pas de tourner autour des trucs et je travaille fort. On a les mêmes valeurs, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il faut toujours que je me revienne à qu'est-ce que j'apporte au client. J'ai souvent cette phrase de mon client. Oh, merci beaucoup. S'il te plaît, continue à garder un œil sur nos machines parce que nous, on n'arrive pas, on a trop de choses à faire, on compte sur vous. Cette phrase-là, je garde dans mon petit coffre de trésor, dans ma tête, toujours, à chaque jour. Je me dis, t'es là parce que tes clients ont besoin de toi. T'apportes quelque chose qui a une vraie valeur pour tes clients. Donc, sentir qu'on fait une différence, la reconnaissance de la valeur apportée chez les Exactement. clients, ça nourrit le feu intérieur pour toi. C'est ça. Exact. Ah, ben j'adore ça. Puis, dernière question sur le fly, avant de te laisser aller d'abord, un livre que tu as lu l'année dernière sur lequel est-ce qu'il faudrait vraiment qu'on se penche? Là, une recommandation. J'ai lu moins de livres ce temps-ci. Mais dans les 5 dernières années, sinon, un film, une conférence que tu as vue. Le livre que je reviens toujours, c'est le livre sur How to Make Friends and Influence People de Carl Carnegie. Ouais, ça c'est un classique que je reviens. Et ça m'aide à mettre OK, ce que ce livre m'a dit, en fait, en phrase, te mettre à la place de l'autre. Mettons, à mettre dans le soulier de tes clients. Qu'est-ce qu'ils réagiraient? Puis argumente pas. Exactement. Puis argumente pas, puis elle a souri comme tu l'as si bien aujourd'hui. Ben, écoute, Youn, c'est un plaisir de te recevoir avec nous dans le podcast. On aura sûrement l'occasion, comme Benoît a dit, d'en faire un deuxième. Ça va me faire plaisir. Fait que merci, puis on te souhaite un beau salon. Merci à vous. Bon salon.